Bonsoir, bienvenue dans votre bulletin géopolitique pour la semaine du 20 au 26 novembre 2024. Nous commençons avec le Moyen-Orient. La Turquie, où le Bayraktar TB3, le fameux drone tactique développé dans le pays, a réussi pour la première fois à décoller et atterrir sur le porte-drone TCG Anadolu, fleuron de la marine turque. L'annonce a été faite mardi dans un communiqué du ministère turc de la Défense qui a salué cet accomplissement dans les termes suivants. Un moment où les rêves deviennent réalité. Nous félicitons tous ceux qui ont contribué à cette réussite. Je rappelle que le Bayraktar TB3 est donc un drone tactique d'attaque qui a une vitesse maximale de 222 km/h, un rayon d'action de 150 km et une autonomie de 27 heures, qui tire des roquettes et qui s'est illustré notamment dans le cadre de l'invasion russe en Ukraine, où il a beaucoup aidé les Ukrainiens à compenser leur infériorité aérienne et à faire du mal, notamment sur les colonnes russes en mouvement. Alors 150 km, ça permet certes pas de donner au porte-drone l'envergure d'un porte-avions, mais voilà, ça contribuera considérablement à renforcer les capacités aéronavales de la Turquie. Le président Erdogan s'est par ailleurs entretenu par téléphone dimanche avec son homologue russe, Vladimir Poutine. D'après la direction de la communication de la présidence turque, il a affirmé à Poutine que la Turquie poursuivra ses efforts pour soutenir les processus de paix, et les deux chefs d'État ont échangé sur les relations bilatérales et les questions régionales et internationales. Erdogan a mis en valeur les démarches de la Turquie pour réduire les tensions dans la région et réitérer son engagement à renforcer la coopération entre les deux pays, notamment en augmentant le volume des échanges commerciaux. Vous savez, la Turquie est toujours, comme tout le monde, mais en particulier avec les difficultés qu'elle a eues ces dernières années économiquement, à l'affût de nouveaux volumes commerciaux, y compris avec un pays sous sanction comme la Turquie. De l'autre côté, Erdogan a également rencontré ce lundi le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, pour discuter des difficultés liées à la sécurité collective de l'Alliance. Donc cette semaine illustre à merveille le en même temps turc, en même temps dans l'OTAN et en même temps je discute avec la Russie. Les deux responsables ont abordé non seulement la guerre en Ukraine, mais aussi la crise au Moyen-Orient. Et les ministres turcs des Affaires étrangères, Hakan Fidan, et de la Défense, Yasar Güler, étaient présents à ces rencontres. Selon un communiqué de la présidence turque, il s'agissait de la première visite officielle de Mark Rutte, effectivement, puisqu'il a pris ses fonctions récemment. Et plus tôt dans la journée, Hakan Fidan, donc le ministre des Affaires étrangères, avait également eu un entretien en tête-à-tête avec le secrétaire général de l'OTAN, vraisemblablement pour préparer l'entretien avec Erdogan. La Turquie précisément, qui par ses frappes aériennes dans le nord-est de la Syrie, on a appris ça la semaine dernière, et par toutes les attaques conduites depuis plusieurs années sur des infrastructures notamment électriques, ça aurait entraîné l'arrêt de la station d'eau principale d'Alouk, qui desservait autrefois la région, et cela contribuerait à ce que plus d'1 million de personnes soient désormais subissent des coupures d'eau et dépendent désormais d'eau de pompage qui viennent de 20 km plus loin, et donc il y a des norias perpétuels de camions-citernes qui assurent ces livraisons, mais ça ne suffit pas pour livrer tout le monde. En priorité, on livre les écoles, les hôpitaux, les orphelinats et les populations vulnérables. Et on notera que lorsque Erdogan critique ce que fait Israël à Gaza, c'est un bon moyen d'éviter qu'on ne lui rappelle ce qu'il fait en Syrie. La France a convoqué l'ambassadeur d'Azerbaïdjan à Paris suite aux propos inacceptables, c'est ce qu'a dit la France, tenus par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors des négociations sur le climat de la COP29 à laquelle, je vous le rappelle, Emmanuel Macron ne s'est pas rendu. Aliyev a en effet vivement critiqué Paris en dénonçant les crimes coloniaux de notre pays dans les territoires outre-mer. On pense notamment à ce qu'il a agité en Nouvelle-Calédonie. Il a également accusé l'Europe de corruption et de faire la leçon en matière de droits de l'homme tout en fermant les yeux sur ce qu'il a qualifié de meurtre de personnes innocentes, précisément en Nouvelle-Calédonie en mai dernier. Benyamin Netanyahou est visé depuis jeudi par un mandat d'arrêt international qui a été émis par la Cour pénale internationale. Et sur le plan national, il fait face à une controverse liée aux fuites de documents ultra secrets surnommés les Bibi-Leaks. Il semblerait que des documents secret défense aient été transmis à la presse tout en ayant été falsifiés pour saboter les négociations avec le Hamas concernant un échange d'otages et de prisonniers.
Ces révélations avaient permis à l'époque de lutter contre la grogne intérieure en Israël. Les manifestations se sont essoufflées à la suite de celle-ci, et ça a permis de poursuivre les opérations militaires. Donc c'est assez, semble-t-il, mal vécu, ce scandale qui sort en Israël. Mais précisément, avec les efforts diplomatiques américains et français aussi, un accord a été trouvé de cessez-le-feu que Benjamin Netanyahou vient d'annoncer, dont il a annoncé qu'il avait approuvé cet accord. C'est un accord qui d'après Benjamin Netanyahou, a trois raisons. Il a indiqué, la première, il nous faut nous focaliser sur la menace iranienne, ce qui est intéressant. La deuxième, il faut tout simplement permettre aux troupes de se reposer, et il faut acquérir de nouvelles munitions pour protéger les soldats. La troisième est l'isolement du Hamas, a-t-il expliqué dans son discours télévisé d'une vingtaine de minutes. Alors, ce que je trouve le plus intéressant, c'est de dire qu'il faut se focaliser sur la menace iranienne, parce que ça veut dire que s'ils arrêtent de taper contre le Hezbollah en estimant que c'est dans le cadre de la guerre contre l'Iran, est-ce qu'ils comptent lancer de nouvelles menaces du côté de l'Iran, de nouvelles frappes? Est-ce qu'il y a... On ne sait pas. On ne sait pas, ça peut juste aussi être un moyen de faire passer la pilule auprès de l'opinion. En tout cas, l'accord est basé sur un projet américain qui prévoit une trêve de 60 jours durant laquelle le Hezbollah et l'armée israélienne sont censés se retirer du sud du Liban pour laisser l'armée libanaise s'y déployer. Ce qui est conforme aux précédentes résolutions de l'ONU qui prévoyaient déjà que le Hezbollah devrait se retirer, ce que le Hezbollah n'a jamais fait. Il inclut la mise en place d'un comité international pour vérifier l'application de cet accord. Et apparemment, les États-Unis auraient donné des assurances de soutien à une action militaire israélienne en cas de nouvelles actions hostiles du Hezbollah. Alors, je vous livre l'état de la carte actualisée au moment du cessez-le-feu de la pénétration israélienne. Vous voyez qu'ils ont conquis une grosse bande d'environ 5 km sur tout le long de la frontière. Ils ont coupé la route stratégique qui mène vers l'Iran, qui permet l'approvisionnement via la Syrie, un peu au nord du plateau du Golan. Et c'est toute la partie en rouge, en fait, au sud du Litani, que vous voyez, enfin en grisé rouge, qui devrait être évacuée par l'ensemble des forces. Alors, petit doute sur le fait que les forces israéliennes, après avoir mis 3 mois à conquérir cette bande bleue, s'en retirent effectivement, avec le Hezbollah qui reculerait aussi. Je pense qu'ils attendraient de voir si le Hezbollah reculait effectivement, puis il va y avoir un déploiement de l'armée libanaise de toute façon. Ce qu'il faut voir, c'est que clairement, une partie des raisons données par Netanyahou sont justes et justifient le cessez-le-feu. Le fait de permettre aux hommes de se reposer après ces mois de guerre, de permettre aussi de refaire les stocks de munitions, parce que finalement Israël a beaucoup tapé dans la région depuis 3 mois. Et surtout, dernière chose, il faut bien se rendre compte que cette trêve, ce cessez-le-feu qui est basé sur un plan de 60 jours, ça nous amène précisément au moment de l'investiture de Donald Trump. Donc peut-être qu'il y a un calcul israélien qui est de donner l'image de la bonne volonté d'Israël avec cet accord de cessez-le-feu, tout en profitant pour se réarmer, et en se disant que derrière, de toute façon, il y a Donald Trump qui va arriver et que Donald Trump, il sera à fond derrière Israël si jamais il faut recommencer à taper très fort. Donc c'est vraisemblablement plus une pause qu'autre chose. On attend de voir quelles seraient les capacités réelles de l'armée libanaise à occuper et de voir surtout si les Israéliens, effectivement, évacuent cette bande de terre qu'ils ont conquise. Et puis on verra s'il se passe quelque chose contre l'Iran entre-temps. L'Iran qui, de son côté, par la voix du conseiller du guide suprême iranien, Ali Larijani, a déclaré dans une interview à l'agence Tasnim, l'agence iranienne, que l'Iran se prépare à répondre, donc ils auraient pas renoncé à répondre à l'attaque israélienne du 26 octobre. Donc bien que Téhéran avait affirmé son intention de riposter, mais les responsables iraniens avaient laissé entendre que cette réponse pourrait être reportée à la suite de la victoire de Donald Trump. On se souvient qu'il y avait une interrogation de savoir s'il le ferait pendant l'élection, ils ne l'ont pas fait. Et cette déclaration survient alors que les discussions sur le programme nucléaire iranien doivent avoir lieu ce vendredi entre Téhéran et les 3 grandes puissances européennes. Donc il n'est pas impossible que ce soit là aussi une escalade pour faire monter les enchères et pour avoir quelque chose à négocier lors de ces discussions.
On va parler des Houthis du Yémen. La Turquie a condamné mercredi une attaque de missiles contre un cargo turc en mer Rouge, revendiqué par les rebelles Houthis du Yémen. Donc ça a du moins faire rire les Turcs que ce qui se passait précédemment. Le communiqué du ministère turc des Affaires étrangères n'a pas précisé si le navire avait subi des dégâts, mais a indiqué que les mesures nécessaires seront prises pour empêcher la répétition d'un tel incident. De leur côté, les Houthis ont affirmé avoir visé le navire de manière précise et directe, justifiant l'attaque par le fait que le cargo n'avait pas répondu aux avertissements des forces navales yéménites. Alors ce qui est intéressant, c'est est-ce que ça pourrait changer en partie la position turque, qui deviendrait plus hostile à l'action, parce que bon, je ne me souviens pas que la Turquie ait particulièrement soutenu l'action des Houthis, mais il faut bien se rendre compte que l'action des Houthis, comme elle était au service de la cause de Gaza, et que la Turquie défend la côte de Gaza, forcément, elle limitait son discours à ce sujet jusque-là. Si elle commence à prendre des missiles, ça devient hors de contrôle pour elle, naturellement, et elle aura plus intérêt à un apaisement régional, notamment pour son propre commerce, qu'on maintienne tout ça. On peut se demander aussi si derrière tout ça, il n'y a pas des intérêts iraniens ou russes, puisqu'on sait que les Russes ont aussi aidé souvent les Houthis, semble-t-il, à viser. Voilà, ça peut aussi être un coup pour explicitement embêter les Turcs ou leur envoyer un message d'une quelconque façon. Je ne sais pas encore lequel, mais vu l'assertivité dont fait preuve la Turquie dans la région depuis un moment, j'en parle. Voilà, c'est à mettre, on peut s'interroger là-dessus. Par ailleurs, selon le Financial Times, la Russie aurait recruté des mercenaires yéménites pour prendre part à la guerre en Ukraine. Les recrues ont indiqué au journal britannique que les autorités russes leur avaient promis des emplois lucratifs, des salaires élevés et même la citoyenneté russe. Mais une fois arrivés en Russie, comme d'habitude, ils ont été incorporés de force dans l'armée russe et envoyés directement sur la ligne de front. Donc il faut se rendre compte que dans les pertes élevées de l'armée russe qui sont mentionnées, il y a beaucoup de gens qui sont probablement pas russes, qui sont de la chair à canon utilisée comme ça, et qui en fait coûtent pas grand chose à la démographie russe et à ses capacités de recrutement interne. Algérie, Maroc, Boualem Sansal a été arrêté 16 novembre après une semaine d'absence où on était sans nouvelles. La détention par les autorités algériennes a été confirmée vendredi dernier. Selon un média officiel algérien, l'arrestation a eu lieu à son arrivée à l'aéroport d'Alger. Naturellement, cette arrestation provoque une vague d'indignation dans la classe politique française et dans le monde littéraire. L'agence de presse algérienne, elle, l'accuse de remettre en cause l'existence, l'indépendance, l'histoire, la souveraineté et les frontières de l'Algérie, de nier l'existence même de la nation algérienne et d'entretenir des liens avec des partis hostiles à l'Algérie. Il semble que les Algériens aient été énervés par une interview récente avec le média français Frontières, ancien livre noir, dans laquelle Sansal a déclaré « Le Maroc, il faut le savoir, est le pays le plus ancien au monde, c'est le Maroc. Le Maroc, existe depuis 12 siècles, la France depuis 1000 ans, discutable ça. Il existait aussi dans sa forme actuelle avec un sultan. Nous aussi, on avait des rois francs. C'est un vieux pays très puissant qui a colonisé presque toute l'Afrique du Nord jusqu'à l'Égypte ainsi que l'Espagne. C'est un empire puissant qui s'étendait jusqu'au Sénégal. Il a également parlé de l'histoire des deux pays en évoquant la période coloniale. Je cite, « Quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc, Tlemcen, Oran et même Mascara. » C'est ça qui les a énervés surtout. Et il a poursuivi, « Lors de la colonisation de l'Algérie, la France s'est installée comme protectorat au Maroc et a arbitrairement décidé de rattacher tout l'est du Maroc à l'Algérie en traçant une frontière. » Alors effectivement, comme on a annexé tout ça, ça nous a arrangé puisqu'on en a fait des départements français. Néanmoins, c'est une histoire forcément qui énerve beaucoup en Algérie, puisque les Algériens ont horreur qu'on leur dise, notamment que c'est la France qui a fabriqué leur pays, et donc comme il reprend un petit peu ce narratif qui a ses limites à son propre compte, ça a énervé les autorités algériennes. Comme Boualem Sansal a aussi la nationalité française, on peut se demander jusqu'où la tension pourrait aller. Ce qui est sûr, c'est que les Marocains du coup en profitent parce qu'ils sont contents du narratif qu'il a repris. Et dans le contexte de tension entre le Maroc et l'Algérie, qui pourrait aller jusqu'à la guerre, forcément, le fait de servir l'irrédentisme marocain, même si les Marocains réclament pas à Tlemcen, forcément, ça énerve les Algériens.
On descend plus au sud, en Afrique, les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Angola se sont réunis à Luanda, en Angola précisément, pour discuter du processus de paix concernant l'Est de la République démocratique du Congo. Les discussions se concentrent sur un plan harmonisé proposé fin octobre par les experts. L'Angola, je le rappelle, agit en tant que médiateur de l'Union africaine dans la crise entre les deux pays. Une première version du plan avait été présentée en septembre, mais elle avait été rejetée. Le nouveau plan, à l'instar du précédent, repose, semble-t-il, sur deux axes principaux. D'une part, la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe rebelle Hutu formé d'anciens génocidaires rwandais, ça c'est une volonté, c'est une exigence de la partie rwandaise, et de l'autre côté, le retrait des forces rwandaises, ça c'est l'exigence de la République démocratique du Congo. Kinshasa insiste pour que les forces rwandaises se retirent, alors que le Rwanda, malgré tout, continue de nier leur présence, ce qui risque d'être compliqué dans le cadre de la négociation. Au Mali, 4 jours après avoir sévèrement critiqué la junte dirigée par le général Assimi Goïta, le Premier ministre, Choguel Kokala Maïga, a été destitué mercredi 20 novembre alors que son gouvernement, ainsi que tout son gouvernement. Il avait été nommé en juin 2021, juste après le coup d'État de M. Goïta, le deuxième à Bamako en moins d'un an, et il a été remplacé par un autre général, justement le général Abdoulaye Maïga, qui est ancien ministre de l'administration territoriale, qui est un proche du désormais dictateur Goïta, et il était déjà perçu en fait juste avant comme un premier ministre de facto, puisque Maïga avait été de plus en plus marginalisé par les putschistes au fil des mois, donc on a vraiment un gouvernement qui est devenu exclusivement militaire ou dominé exclusivement par des militaires qui ne se donnent plus l'aspect d'un gouvernement civil. Au Soudan, j'ai vu tout à l'heure, juste avant d'enregistrer, qu'il y avait une petite actualité que j'ai vue sous la plume de Clément Molin sur X, alors je vous la partage, qui est que l'armée soudanaise, semble-t-il, vient d'obtenir une grande victoire en libérant la ville de Singa, qui avait été capturée il y a 5 mois lors d'une attaque des forces de soutien rapide. Les forces de soutien rapide sont en train de reculer depuis des semaines, et la reconquête de Khartoum, notamment dont je vous ai parlé déjà, elle est toujours en cours, elle n'est pas terminée. On va en Amérique du Sud. Le Venezuela a ouvert une enquête contre l'opposante Maria Corina Machado pour trahison et conspiration. Elle est accusée de soutenir des sanctions américaines visant à évincer le président Maduro après sa réélection en juillet. Lundi, alors il faut savoir, la semaine dernière je vous ai dit que Maduro avait libéré des gens qui avaient été arrêtés, des prisonniers politiques au lendemain de l'élection. Ça c'était le côté carotte, et là on voit que maintenant le côté bâton, c'est que par contre on se remet à taper sur les leaders. De leur côté, lundi, donc, les représentants américains ont adopté un projet de loi Bolivar, je pense que c'est du trolling, qui doit encore être validé par le Sénat et signé par le président, qui interdit aux États-Unis de conclure des contrats avec des personnes ayant des liens commerciaux avec le gouvernement de Nicolás Maduro ou tout autre gouvernement non reconnu comme légitime par les États-Unis. C'est ça qui a provoqué la réaction de Maduro contre Machado. Au Brésil, la police fédérale brésilienne a officiellement demandé, jeudi 21 novembre, l'inculpation de Jair Bolsonaro, qui est accusé d'avoir joué un rôle dans l'organisation d'une tentative de coup d'État à la fin de 2022 pour tenter de rester au pouvoir. À l'issue d'un processus judiciaire qui s'annonce complexe, le président d'extrême droite, disent les médias, pourrait faire face à une condamnation qui pourrait aller jusqu'à 28 ans de prison. Il est accusé de plusieurs crimes, notamment abolition violente de l'État démocratique de droit, coup d'État et participation à une organisation criminelle. Ces charges pèsent aussi sur 36 autres personnalités, dont 24 militaires, tels que les généraux Walter Braga Neto, ancien ministre de la Défense et colistier de Bolsonaro à la présidentielle, et Augusto Heleno, ancien ministre du cabinet de sécurité institutionnelle. La liste inclut également Valdemar Costa Neto, président actuel du Parti libéral, le parti de Bolsonaro, ainsi que le député Alexandre Ramagem, ancien directeur des services de renseignement. Bolsonaro est concrètement suspecté d'avoir au minimum eu connaissance des préparatifs d'une série d'attentats qui auraient visé à assassiner Alexandre de Moraes, la fameuse némésis de Elon Musk, le juge à la Cour suprême fédérale, ainsi que Lula da Silva et son colistier Geraldo Alckmin, cela afin d'empêcher leur prise de fonction. Donc on a encore un Brésil qui lui aussi, avec son régime présidentiel, est
assez typiquement en voie de progression vers l'absolutisme. On n'est pas du tout face à une démocratie mature. À Bruxelles et à Strasbourg, après de longues négociations, la droite, le centre et les sociodémocrates ont conclu un accord mercredi 20 novembre au soir à Bruxelles, parce que vous savez qu'il y a un autre siège du Parlement européen à Bruxelles, pour approuver la nouvelle équipe de la Commission. C'est ce qu'a annoncé l'eurodéputée française et présidente de Renew, Valérie Ayé, sur Twitter. Sur Twitter. Les eurodéputés doivent voter lors de la session plénière du 27 novembre à Strasbourg en vue d'une prise de fonction du nouvel exécutif européen dirigé par Ursula von der Leyen le 1er décembre. Alors, tout ceci se fait sur fond aussi de problèmes de tension entre l'exécutif européen et le Parlement. Je renvoie à la question de la loi sur la déforestation dont j'ai parlé dans mon dernier live. Et ajoutons que cette semaine, un convoi de la coordination rurale est arrivé ce mardi à Strasbourg, justement pour manifester devant le Parlement européen. Alors ils en sont empêchés parce que précisément il y a la séance plénière qui a démarré. Ça sera intéressant de savoir si les agriculteurs pourraient perturber la ratification de la commission de von der Leyen, qui pour eux est responsable du Mercosur naturellement. L'Ukraine a affirmé que la Russie a mené une attaque nocturne record en lançant 188 drones dans la nuit de lundi à mardi et 4 missiles Iskander. Selon l'armée de l'air ukrainienne, l'ennemi a déployé, c'est un record, et des explosions ont été entendues à Kiev, Tcherkassy, Soumy, Kharkiv, Zaporizhzhia, Tchernivtsi et d'autres régions. En Roumanie, le candidat pro-russe Călin Georgescu a créé la surprise en arrivant en tête du premier tour. Et ça provoque un véritable choc, c'était inattendu. Le Premier ministre roumain, lui, a été éliminé du scrutin. En arrivant troisième, il semble que Georgescu puisse compter sur le soutien de l'extrême droite et l'Alliance pour l'unification des Roumains, qui elle a été éliminée aussi en obtenant 14% des voix, donc est arrivé quatrième. Le poste de président de la République roumaine est un poste classique de présidence de la République, donc peu de pouvoir, comme dans les démocraties normales en Europe occidentale, contrairement à la France. Mais néanmoins, il aurait forcément un pouvoir décisionnel pour les candidats au poste de Premier ministre et ceux désignés pour les postes judiciaires. Il a toujours évité de soutenir explicitement la Russie, mais c'est semble-t-il précisément parce que le parti d'extrême droite Alliance pour l'unification des Roumains le trouvait trop pro-russe qu'ils ont cessé de le soutenir et qu'ils ont rompu ensemble, le trouvaient trop pro-russe et trop anti-OTAN. Donc est-ce qu'on est dans le début d'un domino qui tombe, selon le mode que j'ai dit de guerre par proxy dynamique avec des gouvernements qui tombent les uns après les autres en sens inverse un petit peu de la chute de l'URSS, on peut s'en inquiéter. Ce lundi 25 novembre, un avion cargo qui quittait Leipzig, plaque tournante de l'entreprise DHL en Allemagne, pour s'envoler vers la Lituanie, s'est écrasé à 1 km de l'aéroport de Vilnius alors qu'il tentait un atterrissage d'urgence. Le crash a fait un mort. L'avion était un Boeing 737 de la compagnie aérienne Swiftair. Et il a été complètement détruit. Les circonstances de l'accident restent cependant floues. La compagnie DHL dit n'avoir trouvé aucune preuve de colis suspect. Mais c'est déjà arrivé que un colis DHL provenant des pays baltes ait pris feu au sol à Leipzig en juillet 2024. Donc il y a 3 mois. Les enquêteurs privilégient la piste d'un sabotage russe. L'intention est de provoquer un incendie en plein vol. À la suite de cet incident, les autorités de sécurité allemandes ont émis une alerte sur des engins incendiaires non conventionnels qui seraient dissimulés dans les avions cargo. Plusieurs colis contenant des engins incendiaires ont par ailleurs ont suscité des préoccupations en Allemagne, au Royaume-Uni et en Pologne cet été. Des arrestations ont été effectuées en Lituanie. Et il semble que certains de ces colis aient même été destinés au Canada et aux États-Unis. Un rapport de Reuters souligne que les pays occidentaux et les services de renseignement européens accusent déjà Moscou d'être à l'origine d'une série d'actes d'incendie et de sabotage en Europe, dans le but de déstabiliser les alliés de l'Ukraine. On reparle par ailleurs de l'envoi de troupes en Ukraine. C'est ce qu'a suggéré Jean-Noël Barrot lors d'une interview à la BBC, en laissant entendre
qu'un tel déploiement n'était pas exclu. Par ailleurs, de leur côté, alors qu'il était question d'une espèce d'envoi conjoint qui était peut-être négocié avec le Royaume-Uni a indiqué par la voix de son ministre des Affaires étrangères qu'il n'était pas question d'envoyer des personnels militaires en Ukraine, même si les armes, elles, continueraient d'être livrées à l'Ukraine. Royaume-Uni toujours, une pétition en ligne qui demande de nouvelles élections générales au Royaume-Uni a recueilli près de 1,8 million de signatures. Elle a été lancée par des politiciens de droite qui appellent les électeurs à la signer et la diffuser pour défier le gouvernement actuel, qui, moins de 5 mois après sa victoire aux élections, a fait face à de nombreuses critiques, notamment pour ses décisions concernant la suppression du paiement de l'aide aux carburants d'hiver, l'introduction d'un nouvel impôt sur les successions pour les agriculteurs et, je pense aussi, même si la presse ne le relaie pas, sur son traitement de la liberté d'expression, notamment en ce qui concerne l'immigration. Selon les règles britanniques, le gouvernement doit répondre à une toute pétition visant à modifier la loi ou les politiques après qu'elle ait recueilli plus de 10 000 signatures. Si elle dépasse 100 000 signatures, la pétition est alors soumise à un débat au Parlement, donc ça devrait avoir lieu dans la semaine. Et les récents sondages révèlent que le gouvernement travailliste a perdu sa popularité en seulement 4 mois. D'après un sondage Ipsos, 49% des Britanniques ont une opinion défavorable du Parti travailliste, 3 points de plus que celle du Parti conservateur, et 56% des sondés pensent que le pays se dirige dans la mauvaise direction. 19% seulement pensent que les choses vont dans le bon sens. On repart en Allemagne où les autorités ont annoncé lundi qu'elles étaient en train de recenser les bunkers et abris susceptibles d'accueillir la population en cas d'attaque. Tous les bâtiments, y compris les propriétés privées qui pourraient servir, les caves, les garages des stations de métro sont en cours d'inventaire, a déclaré un porte-parole du ministère de l'Intérieur allemand lors d'un point de presse à Berlin. Un répertoire numérique des bunkers serait mis en place qui permettrait aux citoyens de les localiser facilement via leur téléphone mobile. Les autorités encourageront également les citoyens à ménager des abris dans leur domicile en réorganisant leur cave ou garage. Donc on voit que les choses quand même commencent à aller un peu loin. Hein. La décision intervient naturellement après que Vladimir Poutine a qualifié jeudi dernier le conflit en Ukraine de guerre mondiale. Est-ce qu'il y a un peu aussi de politique de la peur avant les élections ? C'est possible, mais je vois pas bien en quoi tout ceci aiderait Scholz. Donc je pense que véritablement les Allemands commencent à s'inquiéter fortement. Lors de sa rencontre avec le président serbe Aleksandar Vučić à Belgrade, le premier ministre slovaque Robert Fico a réaffirmé le soutien de son pays à l'intégralité territoriale de la Serbie et à la position sur le Kosovo. Les deux dirigeants ont par ailleurs abordé plusieurs sujets importants lors de leur rencontre, notamment une visite prévue à Moscou, donc là aussi peut-être un autre, alors je dis pas un domino qui bascule parce que la Serbie, bon, mais on voit qu'il y a un axe pro-russe ou en tout cas très pro-paix, on va dire, qui ont une attitude qui n'est pas franchement dans l'aide volontaire à l'Ukraine. L'Allemagne a par ailleurs démenti mercredi 20 novembre les affirmations de la Pologne selon lesquelles les 5 plus grands États membres de l'UE soutiendraient des obligations de défense européennes et la compensation d'une éventuelle réduction du soutien américain à l'Ukraine. Le ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, avait déclaré aux journalistes que les 5 s'étaient imprimés en faveur des obligations de défense pour la première fois lors d'une réunion ministérielle à Varsovie le 19 novembre. Il avait évoqué également la volonté des plus grands pays de partager le fardeau du soutien militaire et de financer l'Ukraine face à une possible réduction de l'engagement des États-Unis. Le ministère allemand des Affaires étrangères a nié toute approbation de ces propositions et un porte-parole a précisé à Berlin « Je n'ai trouvé aucune mention de ces éléments dans la déclaration finale et cette déclaration est déterminante pour la position unifiée de ce groupe de représentants. » Donc là aussi, ambiance entre les pays qui basculent côté pro-russe et la volonté qui s'émousse du côté de l'Europe de l'Ouest. Bon, j'ai envie de dire tout ceci était attendu, mais c'est pitié que de le voir prendre corps. Au Pakistan, affaire à suivre, des milliers de partisans de l'ex-premier ministre Imran Khan se sont dirigés tôt, mardi, vers les portes d'Islamabad pour exiger la libération de leur leader, malgré les grenades lacrymogènes et les balles en caoutchouc tirées par la police massivement déployée. L'appel à manifester avait été lancé pour dimanche et les manifestants, qui sont principalement venus des provinces voisines de la capitale, ont mis plus de 48 heures pour atteindre les portes d'Islamabad, qui est la capitale politique du pays. Dès le début de la semaine, Islamabad avait instauré l'article 144 qui interdisait tout rassemblement de plus de 4 personnes pour une durée de 2 mois. Le Pendjab, qui abrite plus de la moitié de la population pakistanaise, avait pris une mesure similaire samedi, mais limitée à 3 jours.
Le quotidien anglophone Down s'interrogeait dès mercredi dans son éditorial, soulignant que vu l'ampleur des préparatifs, on se demandait si la police d'Islamabad se prépare à une guerre. Donc est-ce que le pays va être déstabilisé à nouveau à cause du conflit entre la fratrie Sharif et Imran Khan? Grande question. Selon une série d'analyses réalisées par l'Open Source Center, un groupe de recherche britannique à but non lucratif, il semble que la Russie ait fourni à la Corée du Nord plus d'1 million de barils de pétrole depuis mars cette année. Et en fait, ça serait ça qui serait utilisé comme moyen de paiement. En tout cas, ce serait un des moyens de paiement de la Russie envers la Corée du Nord. Et donc ces transferts enfreignent les sanctions puisque normalement la Corée du Nord n'a pas le droit d'acheter de pétrole à l'exception de petites quantités. C'est pour étouffer son économie, pour empêcher le développement de ses armes nucléaires, et donc la Russie contredit tout cela. Enfin, petite rubrique république oligarchique, encore une fois, très historionomique. Vous savez que les vieilles républiques oligarchiques, avant de basculer dans l'absolutisme, souvent voient s'affronter deux grandes familles qui sont un petit peu les finalistes de la course pour prendre la tête de l'État. C'est les Fregoso et les Adorno à Gênes, c'est les Albizzi et les Médicis à Florence. Eh bien, dans les Philippines, c'est les Duterte et les Marcos. En effet, Sara Duterte, vice-présidente des Philippines et fille de l'ancien président, a récemment menacé de faire assassiner le président Ferdinand Bongbong Marcos. Bongbong, c'est son surnom, qui est l'héritier du régime dictatorial précédent. Cette déclaration suscite des inquiétudes parmi les milieux d'affaires qui redoutent une détérioration des relations politiques entre les deux dynasties qui sont en lutte pour le pouvoir depuis plusieurs décennies et qui, dans le pire des cas, pourraient amener à une guerre civile. Voilà ce que j'ai noté de saillant pour cette semaine. Je m'excuse un peu, j'ai la voix très fatiguée parce que je suis enrhumé. Je vous dis à bientôt pour un nouveau format. D'ici là, vous laissez pas faire.